Jamais pays de plaine, quelque beau qu'il fût, ne parut tel à mes yeux. Il me faut des torrents, des rochers, des sapins, des bois noirs, des montagnes, des chemins raboteux à monter et à descendre, des précipices à mes côtés qui me fassent bien peur. Rousseau raconte ici le retour à Chambéry après son premier séjour parisien. Arrivant dans les Alpes, il éprouve le bonheur de retrouver les paysages familiers, la rugosité des matières, les contrastes de lumière et d'espace. Qu'il s'enfonce dans les chemins de montagne et côtoie des abîmes, qu'il rencontre des journaliers séchant leur linge après l'averse, ou qu'il contourne sur la grande route une ville endormie, il est toujours encore l'enfant qui jette sur le monde un regard vierge, qui le fait sien par l'imagination. Pour lui, ce n'est pas le but qui compte, car il l'oublie, mais le chemin. Les yeux agrandis, le corps en éveil, le marcheur s'enchante des ouvertures du paysage et des cimes lointaines. Une chaumière aperçue en passant, la treille qui ombrage l'entrée, un visage de femme sur le seuil, lui offre un rêve de paix et d'harmonie. Les images d'autrefois nous montrent quelques-uns de ces chemins merveilleux, ignorés ou célèbres. Ainsi, dans cette gravure du début du XVIIIe siècle, le chemin du col de la Guémie épouse les arêtes et les détours de la montagne pour conduire le voyageur des bains de Loèche jusqu'au pays de Berne. On admire que des hommes aient tracé cette voie où l'on passe hiver comme été. Ainsi, le chemin taillé dans le roc, près de Coire, d'où le passant étonné découvre un village perché que de hauts rochers surplombent, son église, ses quelques fermes, ses bouquets d'arbres, protégés par la voûte comme une crèche de Noël. Ou ces échelles, près des bains de Loèche encore, posées contre le roc au bord du vide, et les passants doivent y grimper pour atteindre le village installé sur la pente au-dessus. Il faut avoir le pied sûr, le regard ferme. Le vagabond qui descend face au gouffre, portant son fagot de bois maraudé, tremble pendant que son pied tâte les barreaux. Et si le barreau craquait, si l'échelle glissait? Les chemins anciens étaient aussi des lieux de rencontre. Une caravane de mulets lourdement chargés vient d'atteindre le col, conduite par de jeunes femmes. Les bêtes fourbues ont besoin d'être stimulées par l'avoine qu'elles mangent dans le sac pendant à leur mâchoire. Certaines portent des œillères pour leur éviter la vue des précipices. Au Grand Saint-Bernard, dans la clarté blonde d'un soir d'été, voici deux moines qui marchent en conversant, prêts à guider les voyageurs vers l'hospice, la nuit venue. Le passage de Pierrepertuis dans le Jura est célèbre pour l'ouverture du rocher. Deux colporteurs s'y reposent en bavardant, pendant qu'un curieux tente de déchiffrer l'inscription romaine. Plus loin, de nobles voyageurs caracolent sur leurs chevaux. Des branches aux racines, les arbres ont des grâces de danseurs. Toute l'image est merveilleuse dans son style rococo, soucieuse du détail jusqu'à communiquer le sentiment d'une poésie du chemin. Mais la douceur et la grâce se changent parfois en horreur, quand en passant dans le comté de Nice, au lieu dit le pas des brigands, le voyageur bute sur l'arbre sinistre où les gendarmes ont pendu deux voleurs, et leur comparse atterré semble prête à se repentir. Sur les chemins du monde ancien, chemins sans hâte au charme sûr, du moins tels que les font voir les livres de voyage, on allait au pas de la mule, on faisait halte pour s'asseoir ou pour boire, on gravissait lentement les passages des cols en conversant avec le guide. Ailleurs, un gentleman, revenant d'Italie dans son grand tour, pouvait s'arrêter à loisir pour observer la mer au milieu de la nouvelle route de la Corniche. Son cabriolet l'attendait, avec son cocher que rien ne pressait.
Mais si le vent se levait, si l'orage menaçait, il fallait faire vite. De plus en plus, dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la vitesse devint un élément de la mobilité. Les routes furent élargies pour permettre aux carrosses de se croiser. On apprit à rechercher les lignes droites, à faire des rigoles, à superposer les couches de pierre et de gravier pour rendre imperméable la surface de roulement. On se mit à calculer les pentes pour le passage de voitures plus lourdes et plus rapides. Dans les Alpes, la moderne ingénierie des ponts et chaussées apparut avec la nouvelle route du Simplon, voulue par Napoléon au début du XIXe siècle. La réussite fut brillante, comme en témoigne Chateaubriand, grand voyageur qui franchit les Alpes 11 fois dans sa vie pour se rendre en Italie ou en revenir. La chaussée de la nouvelle route était large. L'eau s'évacuait par les bas-côtés. Les courbes étaient ouvertes, les pentes adoucies. Des bornes de pierre régulièrement disposées évitaient la chute des voitures dans le torrent. Des ponts modernes, solidement ancrés et garnis d'étais, franchissaient les abîmes. On s'y arrêtait, on les admirait comme une curiosité. Certains ouvrages constituaient de véritables chefs-d'œuvre que les dessinateurs reproduisaient en estampes pour les amateurs. Ainsi du pont de Dovedro dans le Val d'Ossola. Dans son voyage pittoresque de Genève à Milan par le Simplon, paru en 1811, Gabriel Lori se fait le chantre de la nouvelle route qu'il présente avec une grande précision topographique et technique, tout en ornant ses vues de couleurs aquarellées et du pittoresque des gens et des lieux. Pourtant, les voyageurs romantiques aimaient trop les anciens chemins pour faire l'éloge de la seule modernité. Ils voulaient retrouver la joie des sentiers perdus, des chemins sans géométrie, des parcours aventurés. La nostalgie se mêlait au bonheur de la marche et de ses représentations. Fini les transparences de l'aquarelle. Les brumes envahissent l'image, l'horizon se ferme, le chemin serpente dans un espace qui est autant métaphysique que géographique. L'âme romantique s'apparaît à elle-même comme un chemin sans commencement ni fin. Dans ce monde qui paraît immense, le voyageur remonte dans le passé. Les chemins anciens, pavés de pierre, ignorant la voie droite, suspendus entre ciel et terre, lui apparaissent comme une survivance des déplacements médiévaux, comme des fragments d'une histoire populaire qu'il admire et dont il goûte le pittoresque, lui qui vient des villes et qui bientôt y retournera. Le plus admirable dessinateur des chemins des Alpes dans la première moitié du XIXe siècle fut le peintre anglais William Brogdon. Dans son livre intitulé « Illustrations of the Passes of the Alps », qui contient 109 gravures. Toujours pris sur le terrain, soucieux autant d'exactitude topographique que de couleurs locales, les dessins de Brogdon constituent un inventaire par l'image des chemins d'école, depuis la Corniche sur la Méditerranée jusqu'au Stelvio et au Brenner. Le réalisme du dessin est saisissant, mais il n'empêche pas l'artiste de faire du franchissement des cols une métaphore de la destinée. La vie est un voyage, dit le proverbe, comme pour cet homme solitaire passant au pied d'un Christ aux bras déchirés, comme pour ces familles entassées dans la diligence ou dans une voiture de louage, poussées par la pauvreté. Les chemins d'école sont aussi ceux de l'exil et de la misère, dans ce siècle de guerre et d'exode, pour une population qui voyage contre son gré. Ce sont les chemins de la solitude, dans le paysage immense et désolé du col de Tende, où les rares carrioles ne croisaient que des soldats, des pâtres ou des déserteurs. Dans les sentiers perdus des Alpes du Sud, avec la rivière du Baye qui coule au fond du précipice et l'imposant panorama des hautes cimes enneigées. Les passages des Alpes chez Brogdon,
plutôt que les routes de la modernité conquérante, sont souvent des sentes étroites et grises, reliant des vallées isolées. L'homme y apparaît comme écrasé, sans héritage ni avenir, capable pourtant de produire dans la montagne cette trace infime et obstinée, un chemin.